handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie, la série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Caroline Mermoz, psychologue et coordinatrice PASS à l'ADRH, et Madame Louise Coll, coordinatrice du dispositif emploi-formation à l'ARIEDA. Je vous propose dans un premier temps, Madame Mermoz, Madame Coll, de vous présenter. Alors bonjour, Caroline Mermoz. Donc, comme vous venez de le dire, je suis psychologue et coordinatrice des prestations d'appui spécifiques à l'ADRH. Alors pour préciser un peu, ADRH gère plusieurs prestations d'appui spécifiques, surtout dans le domaine principalement de ce qu'on va appeler au sens large la santé mentale. Donc on intervient sur les prestations d'appui spécifiques ou handicap psychique sur les départements de la Lozère, du Gard, et des Pyrénées-Orientales. Et pour les PO, nous travaillons en partenariat avec une autre structure qui s'appelle Cohérence Réseau. Nous intervenons aussi pour les prestations d'appui spécifiques ou handicap mental sur la Lozère, le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Pour les troubles 10 TDAH, c'est-à-dire troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité sur les Pyrénées-Orientales, et les troubles du spectre de l'autisme sur tous les départements de l'ex-Languedoc-Roussillon. Merci, Madame Coll. Alors, du coup, bonjour, enchantée. Donc, Louise Coll, je suis coordinatrice du dispositif emploi-formation Occitanie-Ouest. Donc, je suis salariée de l'ARIEDA depuis quelques années déjà. Et donc, nous intervenons dans le cadre des PASS sur l'ex-Midi-Pyrénées et ex-Languedoc-Roussillon. Donc le DEF Est et le DEF Ouest. Le DEF Est qui est donc pris en charge par Cécile Lebas, qui est donc chef de service du pôle adulte pour l'ARIEDA. Merci. Est-ce que vous pourriez nous présenter, pour compléter peut-être vos structures, donc l'ADRH et l'ARIEDA? Alors, l'ADRH est une association qui est implantée sur le Gard et les Pyrénées-Orientales, donc le siège social est dans les PO. C'est une association qui gère des services uniquement, on ne gère pas d'établissement. Et ces services ont une visée d'inclusion professionnelle ou sociale. Donc, pour les services, le service en général le plus connu est le Cap Emploi. Donc, on porte le Cap Emploi du département du Gard et des Pyrénées-Orientales. Le plus gros de l'activité d'ADRH est sur le Gard, néanmoins, où on gère des SAMSA handicap psychique, 3 SAMSA handicap psychique, un SAMSA autisme sur tout le département. Donc les prestations d'appui spécifiques qui sont à notre service, celui que je coordonne. Également la plateforme de l'emploi accompagné sur le Gard et des prestations de projets professionnels ou de prise en compte de la santé dans le parcours de retour à l'emploi. Voilà. Pour juste préciser concernant les PASS, on va en parler un petit peu plus tard, mais elles ont vocation à intervenir auprès des demandeurs d'emploi, mais également auprès des salariés, publics ou privés. Et sur le département du Gard, moi, je suis particulièrement en charge ce qu'on va appeler les maintiens dans l'emploi. Et dans la fonction publique, on est quand même plutôt pas mal sollicité, notamment par la territoriale. Fonction publique d'État, pas du tout. L'éducation de l'hospitalière, pardon, on a une situation, là j'ai une situation actuellement, mais sur la territoriale, par contre, c'est le domaine de la fonction publique pour lequel on est le plus sollicité. Voilà. Donc on fait des maintiens dans la fonction publique. C'est noté, merci. Et oui, Madame Coll. De mon côté, du coup, donc l'ARIEDA, l'Association régionale pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs. Donc c'est une association qui est créée à l'initiative de parents d'enfants sourds dans les années 80 et de personnels médicaux, paramédicaux et enseignants. C'est une association qui se crée parce qu'il n'y a pas de réponse à apporter aux enfants sourds à l'époque, dans les années 80. C'est-à-dire que soit les parents ne trouvent pas sur leur secteur des réponses qui leur conviennent, soit ils sont dans l'obligation d'envoyer leurs enfants à plusieurs centaines de kilomètres pour avoir une prise en charge au niveau de l'éducation notamment. L'ARIEDA aujourd'hui, c'est 3 pôles, un pôle adulte, un pôle enfant et un pôle formation. Formation, j'entends formation en langue des signes française.
Puis au niveau du pôle adulte, donc divers dispositifs, dont le dispositif emploi-formation. Merci pour ces présentations. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, les prestations d'appui spécifiques, est-ce que Madame Mermoz, vous pourriez nous présenter les objectifs qui sont poursuivis, qui sont les bénéficiaires et comment est-ce qu'on peut prescrire une prestation d'appui spécifique? Alors, les deux compétences essentielles principales des PASS, quelles que soient les PASS, c'est l'évaluation des répercussions fonctionnelles du handicap dans une situation. La situation qui est soit l'accès à l'emploi, le projet professionnel, le maintien en emploi, le maintien en formation ou l'accès à la formation. Donc, c'est-à-dire que c'est un système qui est très souple, qui permet d'intervenir en fonction des besoins. C'est pas un dispositif d'accompagnement, mais on intervient quand il y a un besoin d'une expertise sur une situation de handicap spécifique. Donc, ce qui sous-entend que les PASS sont composés d'équipes spécialisées. On n'est pas spécialisé dans tout, c'est comme en médecine ou comme dans tout un tas de métiers. Donc, on va être spécialisé sur une typologie de handicap. Donc ça, c'est le premier point, c'est important pour évaluer où est-ce que le handicap pose problème dans la situation dans laquelle on est mobilisé et pour apporter les solutions de compensation. Voilà. Donc la compensation, petit focus dessus, rapide, c'est pouvoir, ça rejoint la notion d'accessibilité. L'accessibilité, on le met en place dans un groupe social pour une visée à plus grande échelle, et la compensation, elle va venir répondre à des besoins spécifiques d'une personne dans une situation. Voilà. Donc, elle implique aussi l'environnement. Aujourd'hui, le regard qu'on pose sur le handicap, c'est pas que tout repose sur les seuls et uniques épaules de la personne qui vit le handicap, mais ça interpelle également l'environnement. Concernant les bénéficiaires, sur le statut, je dirais administratif, il faut qu'ils soient bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, c'est quoi? Ce sont des personnes qui vont avoir un titre soit de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, milieu ordinaire pour ceux qui ont une orientation professionnelle, ou une pension d'invalidité première et deuxième catégorie, ou une rente accident du travail avec une IPP supérieure à 10%, ou une AAH, ou une carte mobilité inclusion. Donc ça, c'est un premier point d'éligibilité sur le plan administratif. Donc ces personnes, soit elles ont ce titre-là, soit elles vont l'être, elles ont déjà déposé un dossier, ou soit elles sont prêtes à faire la démarche. Deuxième critère, ces personnes, elles sont soit salariées, demandeurs d'emploi, alors salariés ou agents de la fonction publique. Elles peuvent être aussi travailleurs indépendants ou en apprentissage. Voilà. Et pour mobiliser la PASS, il faut qu'il y ait un prescripteur. Donc, les prescripteurs, dans le jargon et dans le milieu de l'insertion professionnelle, ça va être soit un acteur du service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi, mission locale, ou également des employeurs, puisqu'on peut intervenir pour des maintiens dans l'emploi, donc dans les entreprises, dans des environnements de travail. La DRAGFIP peut prescrire aussi, ou le service de maintien dans l'emploi de Cap Emploi. Merci pour votre réponse. Je me tourne maintenant vers Madame Coll. Le marché des prestations d'appui spécifiques est actuellement en train d'être renouvelé. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles évolutions sont à noter concernant ce dernier? Alors, les évolutions qu'on peut constater d'emblée à la lecture du cahier des charges, c'est vraiment cette mise en place de la qualification de la demande et du service information qui va permettre d'orienter, me semble-t-il, davantage les prescripteurs dans le choix du prestataire à consulter dans un premier temps, et qui va permettre aussi de réunir le prescripteur, référent de parcours, la personne en situation de handicap et le prestataire très rapidement sur un premier échange, et qui va ensuite permettre d'identifier assez rapidement les prestations à mettre en place, à mettre en œuvre pour pouvoir répondre à la situation de la personne, donc un gain de réactivité clair dans la prise en charge des situations. Merci pour votre réponse. Maintenant, peut-être plus spécifiquement, Madame Mermoz, est-ce que vous pourriez nous illustrer de quelle manière l'ADRH peut mettre en œuvre la PASS psychique? Alors, je vais donner cette illustration au travers d'un exemple de maintien dans l'emploi. Juste avant, un petit point qui me semble important de préciser sur ce qu'est le handicap psychique. Il y a souvent beaucoup de confusion. Donc, rapidement, il trouve son origine dans des maladies psychiatriques ou des troubles psychiques invalidants. Donc, ça veut dire que c'est un handicap qui intervient au cours de la vie.
première chose. Et deuxième chose, qui nécessite aussi la prise d'un traitement et dont les effets secondaires peuvent participer aussi aux éléments du handicap. Voilà. Donc c'est un handicap qui vient toucher, qui peut venir toucher de manière fluctuante, variée et en fonction de l'évolution de la personne, bien évidemment. Donc l'évolution, c'est la prise en compte de ses particularités et de sa maladie, mais impacte toute la sphère cognitive, l'attention, la concentration, la mémorisation, le passage à l'action. Donc je dirais ce que j'appelle volontiers la mécanique du cerveau, ce qu'on contrôle pas forcément, et la manière dont le traitement de l'information se fait, donc peut être touché. Il vient toucher aussi les émotions, les comportements, le processus de pensée et la perception. Donc, et ça, évidemment, à différents niveaux. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, je vais vous parler d'Emmanuel, qui a 30 ans, qui est agent de médiathèque, qui a été professeur de musique dans une école communale. Il a été déclaré inapte suite à l'apparition de sa maladie. Il souffre, donc sa maladie, c'est qu'il souffre de troubles bipolaires depuis 5 ans. Donc, le trouble bipolaire est une altération de l'humeur qui provoque des variations dans des pics d'humeur excessifs qui sont soit décrits dans des phases maniaques ou dépressives, en altérant comme ça les phases, avec des moments plus normés. Il est conscient de sa maladie, il bénéficie d'un suivi médical adapté, et au moment où la passe est déclenchée, il réintègre son poste parce qu'il a été en arrêt depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'il est en arrêt, donc il a besoin d'un accompagnement à la reprise du poste de travail. Donc, un des premiers axes de travail de la PAS, c'est surtout quand on intervient sur des maintiens, c'est presque de faire aussi une analyse systémique, dans le sens où on ne prend pas la personne uniquement qu'elle, mais elle est dans un environnement de travail. Donc, il faut comprendre aussi cet environnement de travail. La hiérarchie, les collègues, est-ce qu'il en a, est-ce qu'il en a pas, quelles sont ses missions, est-ce qu'il a des clients, est-ce qu'il a un public, est-ce qu'il a des objectifs, etc., etc. Donc, on balaye un premier niveau de tout ça. Donc, ce qu'on sait d'Emmanuel, donc oui, bien sûr, il travaille avec sous l'ordre d'une hiérarchie, il a des collègues de travail, et ses missions sont d'enregistrer les retours et les emprunts. Quand on va dans une bibliothèque, dans une médiathèque, on a affaire à quelqu'un qui vient, quand on emprunte un livre, les enregistrer. Comme mission, il doit aussi renseigner les lecteurs. Certains ont besoin d'éclairage sur les ouvrages qu'ils cherchent. Et dans le cadre de la responsabilité de son rayon, il doit ranger, classer, animer, recenser des ouvrages aussi pour les achats. Alors, point important qui est déjà très aidant au moment de déclenchement de la passe, c'est que, et on ne voit pas souvent dans la fonction publique, c'est quelqu'un qui travaille à temps partiel parce qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité. Alors, d'abord parce qu'il avait travaillé dans le privé, et de deux, il a un contrat à temps partiel qui lui a ouvert des droits sur l'invalidité. Donc, cette ouverture de droits lui permet déjà de travailler, de pas travailler à temps plein. Et en ce sens, de pouvoir réduire la fatigue, etc., etc. Donc, ça, c'est déjà très aidant. Alors, deuxième travail sur lequel on s'est penché, c'est l'étude, c'est le handicap. C'est-à-dire, qu'est-ce qui produit le handicap? Comme on l'a précisé tout à l'heure, ça repose jamais que sur les seules et uniques épaules de la personne qui porte le handicap. Donc, c'est, à un moment donné, ce handicap, il s'impacte dans un environnement. Quel est-il? Où est-ce que le bas blesse? Donc, le premier discours d'Emmanuel, comme de sa hiérarchie, c'est de dire, surtout Emmanuel, c'est de dire, voilà, moi je suis anxieux lorsque je dois rencontrer des lecteurs. Ça me provoque, quand ils viennent me voir pour me demander des renseignements, ça me déclenche une anxiété telle que j'ai des hallucinations, et ça provoque des absentéismes. Et du côté de la hiérarchie, l'absentéisme, dans une organisation de travail, quelle qu'elle soit, c'est problématique. Donc, arrêt maladie. Ensuite, il me dit, moi, j'ai des difficultés à planifier une action. J'ai du mal à faire les choses, à passer à l'action, à concrétiser, à m'organiser, à planifier les choses dans mon travail. Et donc, manque d'autonomie, donc sursollicitation du collectif de travail. Alors, le collectif de travail est tout à fait bienveillant, mais néanmoins, une alerte aussi qu'on a quand on fait des maintiens, c'est que le collectif est bienveillant maintenant, mais peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'en pourra plus, quoi. Et que le risque, c'est que les autres décrochent également et que ça génère un dysfonctionnement finalement global au niveau de l'équipe. Donc ça, c'est pris en compte. Ce qu'on a mis en place, c'est on a d'abord traité ce problème-là de l'absentéisme et l'anxiété. Alors l'anxiété, à s'y pencher d'un peu plus près, elle venait en effet du contact avec les lecteurs, de 2, du manque de planification, et de 3, des représentations qu'il a sur son travail.
Donc, on a identifié ces 3 champs d'action. Sur la question de la planification et du passage à l'action, il a à sa responsabilité la gestion d'un rayon, en l'occurrence sciences humaines, qui est découpé en sous-rayons. Et en fait, bien qu'il se définissant avant sa maladie comme étant très curieux intellectuellement, très boulimique, je dirais, de renseignements, de lecture, etc., c'est quelque chose qu'il ne faisait plus du tout. Donc, il reçoit un livre dans son rayon, mais il ne sait pas ce qu'il a. Donc, j'ai pris le parallèle avec lui du vendeur. Je lui ai dit, mais si vous étiez, par exemple, vendeur dans un magasin, que vous vendiez des chemises, je suis cliente, je viens vous voir, mais si vous ne savez pas ce que vous avez en rayon, évidemment, vous ne pouvez pas me renseigner. Donc, on a pris ce parallèle et on a travaillé ensemble sur qu'est-ce que vous avez en rayon. On a vraiment pris cette métaphore très simple. Et donc, je suis allée avec lui sur une durée de 3 fois 1 heure, au moment où la médiathèque était fermée, parce que c'était important pour lui que mes interventions se fassent en toute discrétion, ce que vous comprenez parfaitement. Et on a essayé de faire une catégorisation de manière à ce qu'il puisse, dans chaque sous-rayon, composer des catégories et s'intéresser, prendre par exemple un ou 2 ouvrages, regarder, lire la 4e de couverture pour savoir un petit peu ce que ça évoquait et s'approprier petit à petit les thèmes en fait dominants du rayon dont il avait la charge. Ensuite, donc ça lui a permis, cette méthode-là lui a permis après tout seul de pouvoir continuer. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un outil qui lui a été proposé, qu'il a su s'approprier et après poursuivre ce travail-là tout seul. Deuxième chose, concernant le contact avec les clients, avec les lecteurs, pardon, il était très, très évitant, pliant le regard, donc je lui ai donné des techniques pour qu'il puisse, comment dirais-je, comme affronter le regard, mais sans regarder les gens réellement. Il y a une zone, en l'occurrence, autour des yeux qui, si on regarde cette zone-là sans regarder dans les yeux, ben, notre interlocuteur ne voit pas qu'on ne le regarde pas dans les yeux, mais par contre, ça nous permet d'éviter de partir et donc d'affronter un petit peu plus le regard. Donc, et de rester, de pouvoir renseigner le client. Donc, 2 choses. Et la 3e, on a beaucoup travaillé aussi sur les représentations d'un agent de médiathèque, parce que pour lui, il devait avoir tout lu, tout savoir, tout retenir de tous les ouvrages qu'il avait en charge, voire même des autres rayons. Et donc, ça a été de démonter un peu cette pensée-là, qui était fortement anxiogène, en disant, mais non, vous ne pouvez pas tout savoir. Par contre, quand vous ne savez pas, il faut aller chercher l'information et par d'autres biais que la sollicitation des collègues. Donc là, on est rentré, on a intégré aussi la question de la baisse de la sollicitation du collectif de travail par l'utilisation de l'outil informatique dont les agents médiathèques ont à disposition pour pouvoir aller chercher de l'information ou Internet, le cas échéant, le collectif, les collègues, si jamais ils ne trouvaient pas d'informations par ailleurs. Donc ça a été le travail qui a été mis en place auprès d'Emmanuel, qui a permis de faire baisser en effet cet absentéisme. Conjointement, des conseils ont été donnés à la hiérarchie. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il était prof de musique et il a eu cette opportunité de travailler en tant qu'agent de médiathèque. Sauf que c'est pas le même métier et qu'il n'était pas formé. Donc, il y a eu tout simplement aussi une formation qui lui a été dispensée et pour lui permettre de pas décrocher au niveau des contenus de formation du fait des difficultés cognitives et attentionnelles qu'il rencontrait, il lui a été mis en place une formation qui a été personnalisée, individualisée pour lui par un de ses supérieurs hiérarchiques avec lequel le courant passait très bien et qui a su lui enseigner les bases en tout cas du métier, voire certaines techniques aussi pour pouvoir mieux gérer son travail. Et dernière chose, il avait besoin, comme beaucoup, en fait, de feedback, ce qu'on appelle des feedbacks, c'est-à-dire des retours réguliers sur son travail. Pour éviter que ce soit trop chronophage pour tout le monde, que ce soit pour la hiérarchie ou pour lui-même, ces feedbacks ont été convenus, ont été calés, planifiés à un rythme de 1 par mois, pas forcément sur une durée très très longue, mais sur l'espace d'une demi-heure ou d'1 heure au maximum, pour qu'il puisse avoir un retour sur à la fois les axes de progrès, les difficultés résiduelles et les axes de progrès. Voilà. Un grand merci Madame Mermoz pour cette illustration. Est-ce que de la même manière, Madame Cole, vous pourriez nous illustrer de quelle manière l'Ariéda peut mettre en œuvre la passe auditive ?
Oui, alors déjà, ce qu'on constate, c'est que les prestataires vont articuler les passes de manière différente en fonction des informations qu'ils ont besoin de recueillir pour pouvoir accompagner la personne au mieux dans son projet professionnel. Pour nous, il y a une nécessité dans un premier temps de passer par l'évaluation des capacités fonctionnelles, puisque c'est ce qui va nous permettre d'établir ce qu'on appelle un profil de surdité. Donc en se reposant sur l'audiogramme des personnes, on va pouvoir déterminer quel type de surdité et ensuite on va se reposer sur la communication, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne qui oralise, est-ce que c'est une personne qui s'exprime en langue des signes française, est-ce qu'elle est sur du bimodal, est-ce qu'elle est en capacité de lire sur les lèvres, donc de faire appel à la lecture labiale, voilà, quel est son niveau de compréhension en face à face, en groupe. Et puis, une des parties importantes aussi pour nous dans cette évaluation des capacités fonctionnelles, ça va être le parcours de la personne qui peut avoir des répercussions sur la suite du projet de la personne. Donc nous, vraiment, l'entrée, ça va être l'évaluation des capacités fonctionnelles. On va avoir besoin de rencontrer la personne et de recueillir toutes ces informations pour déterminer les moyens de compensation à mettre en œuvre, mais aussi relever les compensations spontanées qu'elle met elle-même en œuvre au quotidien dans son rapport à son entourage, que ce soit en formation professionnelle, en emploi ou en insertion. Voilà, à partir de l'évaluation des capacités fonctionnelles, on va assez systématiquement, ou en tout cas avec bien évidemment l'accord du référent de parcours, procéder à une identification des techniques de compensation. Et à ce moment-là, il va y avoir donc soit les techniques de compensation humaines, les compensations humaines, soit les compensations matérielles. On a aujourd'hui la possibilité, via la référence de la PPMO, la plateforme de prêt de matériel opérationnel, de pouvoir très rapidement entrer, alors bien évidemment en fonction du profil de surdité de la personne, si c'est une personne appareillée ou non, de son besoin, est-ce que c'est une personne en formation qui peut passer par de la transcription écrite pour suivre un cours, ou est-ce qu'elle va avoir besoin d'un interprète en langue des signes. Voilà, tout ça va être pris en considération. Et puis derrière, la plateforme de prêt de matériel va nous permettre de très rapidement identifier du matériel et le tester, et pouvoir le tester sur plusieurs semaines, plusieurs mois, de la même manière en fonction de la situation de la personne, si elle est en formation, en insertion ou en maintien dans l'emploi. Donc, évaluation, identification et développement des techniques de compensation, puis mise en œuvre. Tout ça va nous amener à donc réaliser des préconisations, des conseils adaptés aux besoins de la personne, mais également de son environnement de travail ou de formation. Il y a aussi une prestation qu'on va pouvoir assez automatiquement proposer, c'est l'appui conseil à l'organisme de formation ou à l'employeur, ce qui va nous permettre de réaliser des sensibilisations, donc soit sur en centre de formation, soit en entreprise, et donc qui vont nous permettre d'aborder avec le collectif de travail les surdités, et j'insiste sur le terme au pluriel. On parle des surdités et pas de la surdité, en tout cas pour nous à l'ARIEDA, puisque effectivement on est amené à travailler avec des bénéficiaires qui auront des niveaux de surdité différents, d'une surdité très légère, mais avec des troubles associés qui peuvent être des acouphènes ou de l'hyperacousie, avec un très grand retentissement sur le quotidien de la personne, jusqu'à des personnes qui sont en surdité totale, appareillées, implantées ou non. Un grand merci pour votre retour. Peut-être pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un établissement, à une collectivité qui souhaiterait mobiliser les PASS, et comment peuvent-ils vous contacter?
Alors, outre vérifier les critères d'éligibilité, qui sont un impondérable parce que nous, derrière, on va, il nous appartient de le vérifier également. Donc, quelqu'un qui n'a pas de titre de reconnaissance ou acquis ou en cours, ben, ne pourra pas bénéficier de nos services. Ça, c'est sûr. Peut-être aussi identifier le référent handicap, puisque le référent handicap est aussi la personne dans la collectivité ben, la plus à même de connaître aussi tous les dispositifs qui existent, de mobiliser aussi en parallèle les aides du FIP. Et pour nous, dans les cadres de maintien dans l'emploi, ben, c'est très important de travailler conjointement avec le référent handicap parce que nous, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et que nous ne maîtrisons pas. Voilà, tout ce catalogue des aides du FIP, tout ce qui peut être mis en place. Et puis, au-delà de là, c'est de la connaissance de la fonction publique. Et des fonctions publiques, là aussi, j'emploierai un pluriel. Ben, nous, on n'y est pas dedans. Donc nous, on intervient en tant qu'expert avec nos outils, avec notre mallette, avec notre vue, avec nos analyses, avec notre expérience. Et on travaille en collaboration étroite avec la personne qui porte le handicap, ça c'est un fait. Mais l'organisation du travail et les possibilités éventuellement d'évolution, on peut être amené aussi parfois à créer des postes, à faire de la création de postes, et donc ça, il faut que la collectivité, évidemment, soit pleinement associée à ça. Mais ce travail-là, le référent handicap est vraiment, à mes yeux, vraiment central là-dessus, avec le médecin de prévention, bien sûr. Madame Cole, est-ce que vous souhaitez compléter les conseils, recommandations? Oui, alors ça serait du coup peut-être très pratico-pratique, mais effectivement pour de la même manière pour pouvoir gagner en réactivité et ne pas rester sur des prestations qui vont durer parfois pendant plusieurs années sans évolution concrète. Et là, j'entends effectivement aussi l'aménagement du poste de travail puisque j'ai moi-même avant de devenir coordinatrice, c'était interface de communication spécialisée dans le maintien dans l'emploi. Et les adaptations de poste, elles ne peuvent pas se faire au sein des services sans les différents professionnels qui vont pouvoir intervenir. Si je prends un exemple précis, on a parlé de la fonction publique hospitalière. C'est souvent comment dire, des organisations où il y a beaucoup de services, beaucoup de personnes, et il est important pour nous d'avoir des contacts avec les techniciens, puisque en particulier pour les personnes qui sont amenées à téléphoner et qui présentent une surdité moyenne, on va dire, qui sont appareillées et pour lesquelles on a un besoin d'adapter le poste téléphonique sans la présence d'un technicien, les interfaces de communication ne sont pas, comment dire, experts en télécom, et donc les réseaux sur des établissements sur un établissement comme un CHU sont extrêmement complexes et demandent d'avoir des soutiens, des supports, des personnes qui vont gérer ces dispositifs au sein des établissements pour pouvoir avancer sur les situations. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous d'être en lien dès le début d'une prestation avec tous les professionnels sur site qui vont pouvoir aider et soutenir la mise en œuvre de l'adaptation du poste. Et ensuite, j'aborderai aussi les informations qui sont notifiées dans les prescriptions, qui sont pour nous très importante puisque c'est ce qui va nous permettre d'entrer en contact ensuite avec ces différents professionnels, ces différents acteurs du projet, et donc avoir comment dire, une prescription qui est complétée avec l'ensemble des informations va nous permettre aussi, encore une fois, de gagner en réactivité. Merci pour vos réponses. Peut-être un dernier mot pour dire aux employeurs publics comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Alors, pour nous, moi, ils peuvent me contacter alors pour avoir des informations. Hein. Donc, mon téléphone, c'est le 06 68 60 01 36, donc Caroline Mermoz, pour la DRH, ou par mail. Le mail, c'est l'initiale de mon prénom avec mon nom accolé, donc ça fait cmermoz@adrh.org.
Merci. Et Madame Cole? Alors, pour ma part, donc, vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent le dispositif emploi-formation Occitanie Ouest ou Est sur le site internet de l'ARIEDA, donc avec les adresses des secrétariats. Donc, pour le DEF Est, pour le DEF Ouest, pardon. Après, c'est la même construction, donc finalement, donc ce sera passe.amp, H-A-M-P, handicap auditif Midi-Pyrénées, @arieda.asso.fr. Sur la même construction, passe.halr, Languedoc-Roussillon, @arieda.asso.fr. Pour mon adresse professionnelle, louise.cole, CO2LE, @arieda.asso.fr. Merci beaucoup et un grand merci pour vos interventions et à très bientôt dans le cadre du Handipact Occitanie. Merci à vous. bientôt. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handipact Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.